là-dessus. On va au point de presse de M. Dubé. Je vous donne un contexte rapide. Le bilan des nouveaux cas au Québec vient de sortir. 1270 nouveaux cas. M. Dubé prend la parole. On l'écoute. Une nouvelle phase que j'appelle d'accélération en commençant à vacciner de nouveaux groupes prioritaires dans les prochaines heures. Premièrement, je vais commencer par les 60 ans et plus et dans les régions. Premièrement, on va ouvrir les réservations aux 60 ans et plus dans l'ensemble du Québec à partir de demain. Donc, la prise de rendez-vous peut commencer demain pour tous les 60 ans et plus dans toutes les régions. Cependant, compte tenu du nombre limité de vaccins dans quelques régions, les rendez-vous seront disponibles dans les semaines à venir. C'est tout à fait normal, toutes les régions ne sont pas rendues au même endroit. Notre objectif reste le même, que les 65 ans et plus soient vaccinés en avril à la grandeur du Québec. Très important. Nous avons pris aussi la décision de redéployer des doses vers certaines régions, comme je l'ai dit hier, notamment dans la capitale nationale, 8000 doses, Chaudière-Appalaches, 3000 et en Outaouais, 9000 doses. Je veux aussi mentionner qu'en Outaouais, toutes les personnes de plus de 65 ans ont déjà leur rendez-vous planifié en avril. Une autre bonne nouvelle. On s'assure ainsi d'avancer rapidement dans la vaccination à la grandeur du Québec. Je ne sais pas si on réalise à quel point cette phase-là, elle est importante. Je le répète depuis le début, les personnes de 60 ans et plus sont les plus vulnérables. D'être rendues dans ces pourcentages-là, pour moi, c'est tout un accomplissement. Maintenant, sur mon deuxième point, AstraZeneca. On va aussi utiliser le vaccin de AstraZeneca pour vacciner un maximum de personnes possibles de 55 ans et plus. Malgré le fait que ce vaccin soit sécuritaire, plusieurs personnes ont des réticences. Ce qu'on va faire, c'est offrir ce vaccin à toutes les personnes de 55 ans et plus qui vont vouloir devancer leur date de vaccination. Et ça, je prendrai juste un petit peu de temps, puis Daniel pourra l'expliquer. Lorsque la prise de rendez-vous s'est faite, il y a quelques semaines, des fois, des gens avaient des rendez-vous en avril ou en mai. Si des gens qui ont déjà des rendez-vous voulaient se prendre le privilège d'aller chercher un rendez-vous cette semaine ou aller dans le sans rendez-vous, ils peuvent le faire. On s'organisera pour canceller les rendez-vous. Donc, c'est très important. Si vous trouvez que votre rendez-vous est trop loin et que vous vous qualifiez comme 55 ans et plus, le AstraZeneca peut être une très bonne alternative. Alors, donc, soit la date de vaccination sera devancée ou vous pourrez vous faire vacciner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore de rendez-vous, on va ouvrir les 100 rendez-vous dans des cliniques qui sont désignées. J'en ai parlé hier dans le communiqué qui va être disponible dans les prochaines minutes. En annexe, vous allez voir tous les sites où c'est disponible. Ce sera partout au Québec, à l'exception du Bas-Saint-Laurent, Saguenay, parce que les AstraZeneca prennent quand même une journée de plus à atteindre certaines régions. Donc, en gros, disponible à compter de demain pour Montréal, Québec, l'Estrie. Mais dans les régions un petit peu plus éloignées, on aime mieux avertir que ça va être seulement à partir de vendredi. Malheureusement, pour l'Abitibi, c'est la seule exception. L'Abitibi n'a pas d'AstraZeneca compte tenu des variants qui ne sont pas applicables avec l'AstraZeneca. Donc, je résume, les personnes de 55 ans et plus qui veulent se faire vacciner sans rendez-vous et recevoir le vaccin AstraZeneca pourront se rendre dans les cliniques suivantes entre 8 heures et demain matin. Puis les cliniques suivantes, je le dis là, à partir de 8 heures le matin à 20 heures, et la liste est dans le document qui est sur notre site Web. On a demandé à nos PDG de rouler à leur pleine capacité en termes de ressources humaines et matérielles. Pourquoi j'explique ça? Parce que j'ai entendu souvent le commentaire, mais il me semble qu'on regarde les centres de vaccination puis il n'y a pas beaucoup de monde. Bien, premièrement, c'est une bonne nouvelle, c'est des centres de rendez-vous. Mais en même temps, ce qu'on demande aussi à nos gens, c'est d'être disponible. Je vous le dis, si jamais à 8 heures demain soir, il y a des gens qui veulent avoir encore du AstraZeneca, on ne fermera pas les portes du centre de vaccination. On va vraiment implanter un système de coupons pour éviter que les gens attendent trop longtemps. On va garder la formule du sans rendez-vous dans les prochains jours. Moi, je pense que jusqu'à dimanche.
parce qu'à dimanche, à partir de lundi prochain, le site web de Clic Santé devrait être ajusté en conséquence. Mais donc, on va garder le maximum d'efficacité dans nos sites pour que le sans rendez-vous puisse continuer jusqu'à dimanche. Troisièmement, sur Montréal. Maintenant, ce qui est important, c'est une très, très bonne nouvelle que l'équipe du Dr Arruda nous a confirmé hier, c'est nos nouveaux groupes prioritaires, ce qui va permettre justement d'aller chercher plus de rendez-vous à Montréal. Et on va commencer par Montréal, qui avait pris de l'avance pour freiner les variants. C'est sûr que les groupes prioritaires dont je vais parler, ce qui s'applique seulement pour l'île de Montréal en ce moment, et les autres régions vont suivre très rapidement lorsqu'on aura atteint là aussi les pourcentages de nos populations, par exemple, de 60 ans et plus. Puis c'est important de vacciner selon les groupes prioritaires. C'est une question de santé publique, c'est une question d'évaluation des risques, mais aussi d'optimiser les doses qu'on a pour qu'on puisse toujours diminuer les décès, les hospitalisations et la contagion. Bon, maintenant, vous commencez à connaître nos catégories. Ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est la catégorie 8. Donc, la catégorie 8 à Montréal, dès la semaine prochaine, on va dire à compter de lundi, les personnes de moins de 60 ans qui vivent avec une maladie chronique pourront commencer à être vaccinées dès la semaine prochaine. Ces personnes sont celles qui se rendent à l'hôpital pour recevoir des traitements ou consulter un médecin. Lors de votre prochain rendez-vous de suivi médical, vous pourrez être vacciné. Ça représente environ 150 000 personnes. Et encore une fois, je le précise, c'est sur l'île de Montréal. Ces personnes ne doivent pas se rendre dans les centres de vaccination de masse pour se faire vacciner. Ils vont se faire vacciner à l'hôpital même, comme je l'ai expliqué, avec leur médecin traitant. Le Dr Arruda pourra vous expliquer aussi comment cette catégorie-là, elle a été établie lors de sa présentation. Catégorie 9, les travailleurs essentiels. Ça fait longtemps qu'on en parle, on est content d'y arriver. Dès ce vendredi, à Montréal, les travailleurs essentiels dont le lieu d'emploi est à Montréal pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. On va vous demander, lorsque vous allez venir à votre rendez-vous la semaine prochaine, d'amener une preuve d'emploi lors de votre vaccination. Très important. Les travailleurs essentiels, c'est les travailleurs qui sont susceptibles soit de contracter ou des fois de propager le virus bien malgré eux. Donc, c'est le personnel scolaire, le personnel des milieux éducatifs, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, les travailleurs des abattoirs dans le domaine de l'alimentation et les travailleurs du secteur minier en région éloignée et, sans les oublier, les travailleurs du milieu communautaire. Ça fait longtemps que ça nous est demandé. Ça représente ça aussi pour la ville, pour Montréal, pour l'île, 150 000 personnes. Pour cette catégorie, on va aussi se fier à la bonne foi des gens, mais je vous demande, pour faciliter, amener une preuve d'emploi lorsque vous venez au site de vaccination. En fait, si on additionne ces deux catégories-là, c'est 300 000 personnes qu'on doit vacciner avant de passer à la catégorie de la population générale, soit les moins de 60 ans. Et ça vous explique beaucoup pourquoi, je prends juste une petite minute, on a été obligé, à un moment donné, quand on a vu qu'à Montréal, le 60 ans ne rentrait pas aussi vite qu'on voulait, de prendre la décision d'aller tout de suite à nos catégories 8 et 9, ce qu'on fait présentement. Maintenant, j'aimerais clarifier un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je veux prendre quelques minutes pour parler d'achalandage dans nos centres de vaccination. Moi, comme les Québécois, là, je lis mon journal tout le matin, puis quand j'ai vu ce matin une photo d'un centre de vaccination qui était vide, puis qu'on dit qu'on ne réalise pas nos objectifs, là, je veux vous dire que ça vient me faire un petit pincement, puis je veux expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Premièrement, il y a deux raisons. Il y a toujours une incertitude qu'on va avoir les vaccins à des dates qui sont imprécises. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir peut-être ouvert uniquement 60 ou 70 de nos sites,
puis d'arriver, comme il arrive cette semaine, 350 000 vaccins, puis de ne pas être prêt. Alors, on a pris une décision très éclairée au début, puis cette décision-là, c'était d'ouvrir plus de centres, de les rendre disponibles, de former nos gens, puis de s'assurer qu'en tout temps, si on avait des vaccins extra, on était prêt à agir, ce qui est exactement ce qui arrive cette semaine. Deuxièmement, une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas beaucoup de monde des fois, mais c'est des sites sur rendez-vous. C'est tout à fait logique de ne pas avoir de file d'attente parce que ce sont des sites sur rendez-vous. Alors, dans ces centres-là, vous allez voir, puis j'espère qu'on le verra même dans les prochains jours avec AstraZeneca, vous allez voir qu'on a cette capacité-là de monter en puissance très rapidement parce qu'on s'est préparé depuis plusieurs semaines, puis qu'on est capable de réagir rapidement. Puis c'est dans les mêmes centres. Alors là, vous les avez vus fonctionner des fois au quart ou à la moitié de la capacité, et là, vous pouvez les voir dans les prochaines semaines fonctionner à leur pleine capacité. Alors, ce qu'on ne voulait pas, et je finis là-dessus, on a voulu faire le plus de centres possible proches de la population. Vous avez vu comment il y en a de nombreux sites quand vous allez voir notre site. Donc, on aime mieux avoir plus de capacité que pas assez, parce que quand ça va rentrer en mai et en juin, vous allez voir qu'il va falloir être prêt. Je veux conclure en disant que malgré ce que certains pourraient appeler des petits accros, que je pense qu'ils sont normaux pour une opération de cette envergure et qui est aussi complexe. Daniel, on le voit tous les jours. Moi, je pense que la vaccination va très bien au Québec. Et on a des choses à ajuster, mais on s'ajuste avec ce qui se passe sur le terrain. Dès qu'on fait ça, ben c'est tout à fait normal qu'on doit s'ajuster lorsqu'on voit des points qu'il faut régler. Je pense que c'est à nous de rester agiles. Moi, mon objectif est très clair, c'est de vacciner le plus de Québécois le plus rapidement possible. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a fait. Mais je comprends aussi, puis je veux peut-être, j'en ai parlé à ceux qui ont déjà été dans mes souliers, là, dans d'autres crises, notamment le H1N1 et d'autres. Je pense qu'il est normal qu'à ce moment-ci, quand on est tanné, qu'il y ait un petit peu de jalousie entre les groupes. Puis que certains groupes réclament d'être vaccinés plus rapidement. C'est tout à fait normal. On m'a expliqué qu'on allait vivre ça dans les prochaines semaines. Parce que, je vous donne un exemple, c'est sûr qu'une région, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, qui n'a pas la même structure de population, de vieillissement de la population, ne sera pas à la même place qu'à Montréal, etc. On fait le mieux qu'on peut pour ajuster, basé sur les recommandations. Mais moi, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'arrêter de vous comparer d'un endroit à l'autre ou d'un groupe à l'autre. On a vraiment une quantité limitée de vaccins et je veux vous assurer qu'on les donne de la façon la plus optimale possible pour sauver le maximum de vies, éviter le maximum d'hospitalisation, de soins intensifs, puis de réduire la contagion. Je le répète, on va atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. Tous les Québécois adultes qui le voudront recevront au moins une dose d'ici le 24 juin. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Dr. Arruda. Oui, merci, Monsieur le ministre. Je voulais prendre quelques instants pour vous donner un peu plus de détails sur comment les personnes faisant partie des prochains groupes prioritaires ont été retenues et pourquoi. Je vous rappelle que notre ordre de priorité s'appuie sur les recommandations du Comité d'immunisation du Québec qui a établi un ordre de séquençage des priorités pour la vaccination dans un contexte où on n'a pas de vaccin pour tout le monde. Il faut y aller d'une certaine façon, comme le disait le ministre. On le dit depuis le début, les vaccins sont disponibles graduellement et c'est pourquoi les personnes ayant un risque plus élevé d'être infectées, de développer des complications et de décéder de la COVID-19 sont vaccinées en priorité. Maintenant, il n'y a plus de vaccins qui sont disponibles et la vaccination peut être élargie à de plus en plus de personnes, à Montréal d'abord, mais il faut tout de même faire certains choix. Pour les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les rendant très vulnérables à la COVID-19 et qui sont âgées de moins de 60 ans, les travaux étaient en cours depuis plusieurs semaines pour être capables d'identifier qui sont ces personnes-là.
La vaccination sera offerte en milieu hospitalier pour ces personnes qui sont déjà suivies dans ces milieux. La vaccination sera offerte aussi aux personnes qui sont présentement hospitalisées en raison d'une maladie chronique. De plus, des cliniques de vaccination spécialisées seront prévues pour vacciner en priorité les personnes suivantes. Les personnes qui ont reçu une greffe d'organes ou ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse, les personnes qui suivent présentement des traitements de cancer, les personnes qui sont dialysées pour de l'insuffisance rénale. Les personnes qui ont fait une réaction allergique au vaccin et qui ont besoin d'un suivi par un allergologue pourront aussi se faire vacciner lors des activités de vaccination en milieu hospitalisé spécialisé. Au besoin, les pharmacies pourront compléter les services de vaccination pour ces personnes. En même temps, des plages de rendez-vous seront ouvertes dans Clic Santé pour les personnes de milieu de travail qui sont à risque d'importante éclosion de COVID-19. On parle ici du personnel des écoles primaires et secondaires, du personnel de milieu de garde pour enfants, garderie CPE, du personnel de la sécurité publique, pompiers, policiers, centres de détention, des travailleurs des organismes communautaires des services et santé sociaux, des travailleurs étrangers temporaires, le personnel des abattoirs et le personnel des secteurs miniers en régions éloignées. Pour la majorité de ces travailleurs, comme le disait le ministre, il faut s'inscrire sur Clic Santé dans une section qui va être spécifique sur le site. On va mettre en place, bien entendu, des mécanismes de contrôle de l'admissibilité à la vaccination qui va être mise en place à l'entrée des sites de vaccination. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir une preuve d'emploi dans les milieux ciblés pour s'assurer d'une équité envers tout le monde. Pour certains milieux, de la vaccination par une équipe mobile sera organisée, par exemple, pour les centres de détention ou des milieux agricoles. Ces travailleurs ont tous été retenus en fonction des données épidémiologiques, de la fréquence des éclosions dans ces milieux, du risque d'exposition à la COVID-19 et afin de réduire les perturbations sociales et préserver le fonctionnement de la société. Par ailleurs, la vaccination des travailleurs de la santé se poursuit et inclut, rappelons-le, le personnel d'organismes communautaires en santé mentale, traitement des dépendances et services sociaux sans logis, aux personnes sans logis. Je réitère que c'est par mesure de précaution que l'administration de ces vaccins aux personnes âgées de moins de 55 ans a été temporairement suspendue en attendant que les évaluations des experts soient terminées. Tous les vaccins offerts au Québec sont sécuritaires et efficaces et les bénéfices de la vaccination dépassent de beaucoup les risques potentiels de certains événements rares. Il faut rappeler surtout que tout ça a été fait en considérant le risque, surtout dans le contexte où le variant s'accélère de façon importante. La propagation du virus au Québec, il ne faut pas hésiter à recevoir le vaccin si vous avez 55 ans et plus. Je tiens à vous dire, tout moment que vous attendez pour recevoir le vaccin est un moment où vous demeurez à risque d'avoir la maladie et des complications. Et donc, n'hésitez pas à vous tenir très renseigné sur ce qui se passe dans votre région. Et dès que vous êtes considéré comme un groupe à vacciner, de grâce, faites-le rapidement et remplissez les plages de rendez-vous. Merci à tous. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous allons débuter avec les journalistes qui sont sur place en français. Alors, comme il y a plusieurs personnes qui sont inscrites aujourd'hui, s'il vous plaît, bien poser une question et une sous-question en précisant votre nom et votre média. Alors, micro 1. Bonjour à vous, Philippe Bonneville du 98.5. Monsieur Dubé, je vous ai un peu posé cette question-là hier. J'aimerais revenir un peu là-dessus. On fait les calculs, là. On a 750 000 vaccins de disponibles présentement. Je sais que vous allez me dire qu'il y en a en transit vers l'Abitibi, vers la Côte-Nord et tout ça. Ça peut prendre quelques jours et tout. Qu'est-ce qui nous empêche présentement? Parce que vous voulez améliorer ou accélérer le rythme de vaccination. Vous avez dit 60-70 000 d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui nous empêche présentement au Québec de vacciner, disons, 100 000 personnes par jour, étant donné qu'on a les doses disponibles? Est-ce que c'est une question de logistique, une question de personnel? Essayez de nous expliquer pourquoi on n'est pas capable de se rendre vite à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'on y arrive quand même assez vite, là, mais je pense que je l'ai expliqué 2 fois hier, mais il y a une petite variante à votre question, puis je vais passer après ça
au docteur Paré. Je dis le docteur parce que c'est vraiment notre spécialiste. Mais il y a une chose que j'aimerais vous expliquer, c'est que on ne peut pas prendre la photo du 700 000 à une journée puis de dire que le lendemain, on peut faire 300 000 vaccins. J'aimerais ça que ça fonctionne comme ça, là, mais j'ai expliqué hier que ça rentre à différentes journées, mais la première journée où on le reçoit, après avoir fait les inspections, de l'envoyer, regardez, là, le AstraZeneca, là, j'aimerais bien ça qu'il soit aussi disponible dans les régions qu'on a nommées tantôt, mais il ne l'est pas. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de vacciner à Montréal du AstraZeneca quand les gens vont vouloir à partir de demain matin parce qu'il n'est pas encore rendu, vous comprenez? Donc ça, c'est un bel... Juste l'aspect logistique que mon collègue fait avec les 17 PDG tous les matins, déjà là, il y a un aspect. Donc la logistique, on n'est pas juste à Montréal, on est au Québec qui a la caractéristique géographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des fournisseurs différents, avec des caractéristiques différentes. Alors, moi, ce que je vous dis, puis c'est pour ça que je pense qu'on va essayer on va suivre ça très proche, puis on avait encore notre réunion ce matin, on pousse beaucoup nos PDG à leur dire, écoutez, en ce moment, là, on peut faire assez facilement 40-45 000 par jour. Vous l'avez vu depuis plusieurs semaines. Là, si nos pharmaciens ont Moderna entre les mains, puis il n'y a pas de problème, bien ça nous en rajoute, donc un certain nombre, mais c'est AstraZeneca qui va faire la grande différence. Là, on en envoie, on a combien d'AstraZeneca là, qui va en région? C'est 350 000. Alors donc, Montréal, il y en a à peu près presque 100 000 avec les pharmacies. C'est pour vous expliquer que c'est assez complexe. Alors moi, je suis le premier à vouloir être là, mais il y a une chose que je veux répéter, puis c'est ça qui m'a turlupé un petit peu ce matin, turlupiné ce matin, c'est quand on dit, ou en tout cas qu'on dit qu'on n'atteint pas notre objectif, je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, mars et avril, on va être en bas de 50 000. Et avril-mai, on va être en haut de 50 000. La moyenne de ces 4 mois-là va faire qu'on va avoir vacciné nos 5,3 millions de personnes. Mais c'est normal qu'en mars et avril, notre défi, là, c'est de prouver aux Québécois dans les prochains jours que si l'AstraZeneca, qui est une bonne nouvelle, sort bien dans les prochains jours, bien, on pourra montrer que la machine peut faire 65, 70 000 par jour. C'est ce que je souhaite. Mais c'est les prochains jours. Mais la machine est là. On a beaucoup de vaccinateurs qui sont sur place. Daniel met beaucoup de pression tous les matins. Moi aussi. Mais on est là. Question? Et pour le calendrier de vaccination, là, bon, on voit qu'on entre dans d'autres catégories. Beaucoup de gens vont nous écouter et se disent, bon, moi, je suis dans la population générale, comme vous l'appelez, les 60 ans et moins. Ouais. À quel moment environ, selon le calendrier que vous avez de réviser, là, à quel moment ces gens-là peuvent s'attendre, à Montréal et ailleurs en région, de pouvoir commencer à être vaccinés et comment ça va fonctionner? Vous l'avez déjà expliqué, là, mais est-ce qu'on va y aller par tranche d'âge décroissante, là, 50, 55, 45, 50, ou on va y aller de manière plus générale d'un coup? Bien, je vais commencer, mais juste pour après ça passer la parole à Daniel. Là où les gens vont être un petit peu déçus, là, quand on va avoir passé nos 700 000 qu'on a, on va retomber à plus bas. Là. OK? Alors donc, il faut faire attention qu'on a encore, puis c'est pas pour rien que le premier ministre disait que le mois d'avril, il est de tous les défis, là, pas juste en termes de protection, mais on est encore dans un mois instable en termes d'approvisionnement. Mais c'est pour ça qu'on se concentre là, sur notre catégorie de 60 ans et plus en ce moment, mais peut-être que Daniel peut vous donner des dates un peu plus précises. Là. Une idée, en tout cas. Oui, puis ce qu'il faut se souvenir, M. Dubé en a parlé, c'est le nombre de vaccins qu'on reçoit. En avril, 1,4 million. C'était ça la prévision avant la surprise AstraZeneca. Là, pour le mois de mai, c'est 1,6 million. Et le mois de juin, à date, on a 4 millions de doses de vaccins qui sont confirmées. Fait que quand on parle, moi aussi, M. Dubé, ce matin, j'ai lu le journal, puis j'ai eu mon petit pincement aussi. Et ce qu'il ne faut pas faire, l'erreur, c'est de voir ça de façon linéaire. Parce que linéaire, on n'a pas des vaccins qui arrivent en même temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas le voir. La courbe, là, je vous le dis, elle va être... Je vais faire un docteur Arruda de moi, là. La courbe, elle va être comme ça.
Et le mois de juin, ça va être pas 100 000, ça va être 120 000 par jour, 130 000 par jour. C'est à ça qu'on prépare notre réseau, c'est à ça qu'on prépare nos pharmacies. Et c'est pour ça aussi qu'on on travaille sur d'autres projets là, pour augmenter notre capacité. Fait que, juste pour compléter, dans le fond, la réponse, c'est pas un enjeu de ressources humaines, c'est pas un enjeu de capacité. Maintenant, c'est un enjeu d'arrivage de vaccins, de prise de rendez-vous, parce que dans les facteurs qu'on a là, on peut être prêt. Ça prend des gens pour vacciner, puis ça prend des gens qui veulent venir se faire vacciner. Puis le succès, c'est ces trois choses en même temps. Merci. Nous allons passer au prochain média. Oui, bonjour, Ariane Lacourcière de la presse. Sur le rythme de vaccination, là, donc vous annoncez certains malades chroniques ce matin, mais c'est certaines personnes en particulier qui sont soignées dans les hôpitaux. Est-ce qu'il va y avoir des catégories aussi pour les gens qui font de l'hypertension, qui souffrent d'obésité? Il y a comme d'autres catégories qui sont considérées comme plus à risque, où ces gens-là vont être traités dans les 60 ans et plus. Puis est-ce qu'on doit aussi attendre un ralentissement parce que les deuxièmes doses vont commencer à être données aussi? Dans la planification des deuxièmes doses, je laisse Daniel compléter, mais elles sont planifiées dans nos approches. C'est ce que j'en sais. Il faut comprendre que ce qu'on a choisi là, comme groupe prioritaire de maladies chroniques, ça a été discuté avec des cliniciens. Là. C'est vraiment ces gens-là qui sont à très, très haut risque. Et donc, les autres maladies, par exemple, vous êtes une hypertension artérielle bien contrôlée, un diabétique, etc., même les éléments d'obésité, ça va se traiter avec les 60 ans là, et plus comme tel. Et ça va être, comme ça va ouvrir aussi en grande quantité, ça va permettre d'aller chercher ces personnes-là. Peut-être pour la deuxième dose, je ne sais pas de me séparer si... Oui, nous, d'un point de vue logistique, là, quand j'ai une confirmation, d'exemple, la semaine prochaine de Pfizer, c'est 230 000 doses. Nous, on envoie aux établissements toujours leur code-part de deuxième dose. On sait exactement le nombre de personnes qui ont pris les doses. Et ça, c'est la première priorité. On s'assure, pour chacun des vaccins, que les deuxièmes doses sont au rendez-vous. Et justement, on est vraiment là-dedans maintenant. Vous savez qu'on avait débuté nos vaccins là, à décembre, janvier. On arrive à notre 112 jours. Et ça, c'est la première priorité. Et on va tous les suivre, on va tous suivre comme ça, tous les gens qui vont recevoir leur premier vaccin, deuxième vaccin. Ça fait partie de notre stratégie de vaccination pour les prochains mois. Une petite question aussi un peu technique sur Clic Santé. Il y a des gens qui nous font remarquer qu'on peut prendre plusieurs rendez-vous, qu'il n'y a pas de limite avec notre numéro d'assurance maladie au nombre de rendez-vous qu'on peut prendre. Certains en prennent plusieurs, les annulent pas, disent que c'est pas tout le temps facile d'annuler le rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait plusieurs plages horaires ou rendez-vous qui ne soient pas comblés parce que les gens, justement, veulent pas prendre de chance, en prennent plusieurs, les annulent pas? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème technique à régler de ce côté-là? Écoutez, on a eu connaissance, en effet, là, de ce problème-là. Et on a mis maintenant là, une nouvelle adaptation sur le système Clic Santé pour empêcher, dans le fond, les gens de prendre des multiples rendez-vous. D'ailleurs, on en a annulé plusieurs dizaines de milliers, des doublons, des triplons, etc., là, qui arrivaient. Et encore là, peut-être juste pour compléter, là, à chaque jour, on a à peu près 4 de gens là, qui ne se présentent pas là, à leur rendez-vous pour différentes raisons. Fait que ça peut être on le sait, c'était des clientèles plus âgées qu'on vaccinait, donc il y en a peut-être qui avaient des rendez-vous des problèmes de santé, etc., qui n'ont pas pu se joindre. Et ça, nous, ces doses-là ne sont pas perdues, ces doses-là, on les remet en circulation, on réouvre des rendez-vous pour les donner là, aux gens qui veulent se faire vacciner. Merci. Maintenant, François Carabin. Oui, bonjour, messieurs. François Carabin avec Métro. Je vais poursuivre un peu là-dessus. Que dites-vous, peut-être M. Dubé ou M. Paré, de l'adhésion de la population à la stratégie de vaccination? Parce que là, on a vu des rendez-vous qui ne se sont pas remplis cette fin de semaine. Est-ce que c'est causé par une adhésion qui est plus basse que ce à quoi vous vous attendiez au final? Non, au contraire. Moi, je pense que les Québécois sont avides de se faire vacciner. Je sais que je suis peut-être pas le bon échantillon, là, parce que ceux que je rencontre nous disent deux choses. Comment ils sont contents lorsqu'ils sont fait vacciner, puis comment ils ont eu un service de qualité. Les gens, moi, quand j'entends dire, mon Dieu, je suis allé là, ça a pris 15 minutes, j'ai été assis. Je pense que l'expérience que l'équipe de Daniel a offert, l'expérience vaccination, les Québécois sont très contents. Je pense que il faut, puis c'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de temps aujourd'hui pour expliquer que c'est normal qu'on ait des fois quelques petites difficultés, puis on s'ajuste. J'ai pas peur de le dire, là, qu'on s'ajuste,
Puis, sur 1,6 million de doses qu'on a données, s'il a fallu replacer à peu près 5 000 rendez-vous sur... faites le pourcentage, là, c'est pas grand-chose. Mais il faut s'ajuster. Les Québécois sont en même de penser qu'ils ont hâte d'être vaccinés. Si malheureusement des gens ne se sont pas présentés quand c'était leur temps, bien, je les comprends que des gens soient frustrés de ça. Puis c'est normal d'être frustré. C'est à nous de dire ces doses-là ne sont pas perdues. J'ai fait sortir un chiffre hier là, de doses perdues par accident là, de quelqu'un qui se fait vacciner, on échappe la seringue par terre, là, c'est 232. On a perdu 232 vaccins sur 1,6 million qui a été vacciné. Alors, je peux vous dire, on n'en perd pas de doses. Alors, je pense que les Québécois peuvent être fiers, mais je comprends, et on comprend avec la pression qu'on met sur tout le monde, qui ont hâte d'être vaccinés. Fait que moi, je pense que ça va très bien. Monsieur le ministre, j'aimerais quand même compléter aussi par les données de couverture vaccinale que j'ai demandées pour ce matin. Là. Oui. Les 85 ans et plus, 86 des gens sont vaccinés. Les 80-84 ans, 83 de gens vaccinés. Les 75-79, 76 les 70-74, 72 65-69, 42, c'est normal parce qu'on est encore en train de les vacciner. Puis les 60-64 ans, 22 parce qu'on commence dans certaines régions. Donc ça, c'est des chiffres qui sont vraiment au-delà du 75 qu'on s'était fixé. Donc la réponse de la population québécoise, elle est très bonne. Il faut continuer à le faire. Et comme on le disait, quand c'est votre tour, vous prenez votre rendez-vous puis vous y allez rapidement. Et M. Dubé, vous avez mentionné plus tôt dans le point de presse que vous avez demandé au PDG des CIUS et des CIS d'acheminer peut-être plus de travailleurs là, vers les centres de vaccination. Dans un contexte où il y a une potentielle augmentation des hospitalisations, vous nous en avez parlé hier, est-ce que c'est pas risqué d'envoyer des travailleurs de la santé vers les centres de vaccination? Bien, écoutez, les travailleurs qu'on essaie d'avoir dans les centres de vaccination, c'est le moins possible, les travailleurs de la santé. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on a fait... écoutez, on est rendu, là, je pense, c'est pas loin de 9000 personnes avec Je contribue, là. C'est-à-dire des gens qui sont venus d'un petit peu partout, soit des anciens travailleurs qui sont à la retraite ou de d'autres secteurs, là, des vétérinaires, des nutritionnistes. Fait que c'est sûr qu'on essaye d'avoir le moins de pression sur les... Mais on a quand même eu, dans certains cas, des infirmiers ou des infirmières. Mais je vais vous dire que notre premier choix, puis c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit qu'on est content d'avoir ouvert plusieurs centres qui nous ont permis de faire de l'entraînement de gens qui avaient peut-être jamais fait de la vaccination. Donc, on essaie d'éliminer la pression sur le réseau. Puis quand on fera nos annonces à compter de demain avec les entreprises, bien, vous allez voir que ça va être une autre façon d'enlever de la pression sur le réseau de la santé. Merci à vous. Merci. Merci. Oui, bonjour, Sarah Champagne du Devoir. Merci pour l'annonce. Je comprends que ça va prendre quelques jours avant que les nouveaux critères pour les deux catégories soient ajustés dans Clic Santé. Est-ce qu'il y a un problème informatique qui explique le retard? Non, non, pas du tout. Il faut juste il va falloir que ça soit inscrit. Vous voulez juste bien comprendre votre question. Les gens vont voir qu'est-ce que c'est les maladies qui se qualifient pour être dans cette catégorie-là. Ils vont simplement avoir indiqué qu'ils sont dans cette catégorie-là. OK, c'est parce que vous sembliez dire que ça allait prendre plusieurs jours avant que ce soit ajusté sur la plateforme. Non, c'est qu'on ne veut pas que les gens prennent leur rendez-vous avant lundi prochain, tout simplement. Là. Ah, je comprends. Parce que nos PDG nous ont dit, écoutez, gérer, entre autres, je pense à presque 100 000 doses d'AstraZeneca sur l'île de Montréal en 2 jours, 3 jours, 4 jours, on ne sait pas comment. Mais on n'a vraiment aucune idée comment ça va réagir. Fait que les PDG nous ont demandé ce matin, s'il vous plaît, on peut-tu se concentrer sur AstraZeneca pour les prochains jours, puis rouvrons les catégories 8 et 9 à compter de la semaine prochaine. C'est vraiment pour être capable d'être très focusé sur l'opportunité qu'on a avec Astra. Je comprends. Est-ce que, donc, justement, sur AstraZeneca, pouvez-vous nous dire comment le système de coupons va fonctionner? Est-ce qu'il y a des risques que il y a un certain engorgement, un site de vaccination? Un bon point. Daniel, je te laisse répondre à ça. Écoutez, on souhaite avoir des enjeux de congestion. Dans le fond, c'est qu'effectivement, on l'a connu dans le cadre du dépistage du printemps, fait qu'on a développé une certaine expertise au niveau de nos listes d'attente, fait qu'on veut être prêt à toute éventualité.
et on ne voulait pas perdre un 24 heures pour offrir l'AstraZeneca. Fait que le sans rendez-vous, effectivement, on va le gérer selon l'affluence qu'on aura. Et encore là, sur le cyclique santé, et ça va être très, très bien identifié, les gens pourront choisir leur rendez-vous avec le vaccin. Et par la suite, bien là, on va tomber dans un fonctionnement plus régulier, là, comme on a connu dans le passé. D'accord. Je comprends qu'il y a une liste d'attente ou des coupons. C'est juste ce qui n'est pas Excusez-moi, on clair. va passer en ligne. Vous avez déjà eu question sur question. Alors, nous allons maintenant passer à Mme Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Je voulais revenir un peu sur la vaccination donc, qui va être offerte aux gens qui sont aux prises avec une maladie chronique. Là. Je veux bien comprendre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec une maladie chronique qui ne sont pas nécessairement suivis à l'hôpital, mais bien par leur médecin de famille. On parle de gens qui sont diabétiques, par exemple, ou immunosupprimés. Et même chose, ces gens-là, il y en a certains que même s'ils sont suivis à l'hôpital, ils ont un rendez-vous aux 3 mois. Là. C'est donc un suivi seulement. Donc, comment ça va marcher pour ces gens-là? Là? Je voudrais avoir des précisions là-dessus. Merci pour votre question. Il faut comprendre que quand on parle des gens de maladies chroniques qui sont à très haut risque là, et très vulnérables, et c'est ça qu'on a validé avec des cliniciens, c'est des gens qui sont en soins actifs là, habituellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez une hypertension, un diabète, vous voyez votre médecin spécialiste aux 3 mois, vous êtes dans la catégorie des maladies chroniques, je vous dirais, moins sévères, moins haut risque. Fait qu'on sait que c'est des patients par exemple, des gens en traitement sous chimio. On sait que c'est des patients qui sont hémodialysés, qui doivent aller se faire filtrer le sang 3 fois par semaine dans des centres d'hémodialyse. Donc, c'est des clientèles qui ont accès à des soins super spécialisés à court terme. Pour les autres, comme on l'a dit tantôt, ils vont passer dans la catégorie là, suivante, comme avec l'âge qui va descendre. Et donc, je pense que c'est quand même important. Et s'il y a des endroits que ce n'est pas à l'hôpital, c'est des cliniques spécialisées là, par des traitements, ils vont avoir du vaccin. Monsieur le ministre? Bien, peut-être, Daniel, parce qu'on a pas maintenant qu'on a la flexibilité avec les pharmaciens aussi, peut-être dire un mot là-dessus. Effectivement, là, M. Dubé, avec maintenant la vaccination en pharmacie, qui est de mieux placé là, lorsque les gens viennent choisir, là, viennent acheter ou venir chercher leurs médicaments. Il y a une relation particulière aussi avec le pharmacien, donc ça sera aussi un endroit privilégié là, pour les gens qui sont ciblés là, dans le cadre de ce groupe prioritaire-là et qui ont une maladie chronique. Merci. Maintenant, M. Dubé, tout à l'heure, vous avez quand même misé, vous avez dit, on espère que l'AstraZeneca, en tout cas, vous avez utilisé le terme qui sorte bien, là, finalement, que les gens vont se faire vacciner finalement assez en masse avec l'AstraZeneca que vous ouvrez aux 55 ans et plus. Mais est-ce que vous avez un message aux gens? Parce que, évidemment, quelqu'un qui a 57 ans, par exemple, il se dit, bon, est-ce que je vais me faire vacciner pour l'AstraZeneca alors que peut-être que moi, dans 2-3 semaines, je pourrais avoir un rendez-vous pour un autre vaccin? Donc, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens, aux Québécois, pour qu'ils aillent effectivement se faire vacciner avec l'AstraZeneca? Ma mère m'a toujours dit, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Si vous êtes confortable avec l'approche de prendre un vaccin et que vous êtes confortable de le prendre maintenant, plutôt qu'attendre 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, ça ne veut pas dire que... Je pense que le facteur temps, avec la difficulté de la pandémie que nous avons présentement, il y a des gens qui vont dire, ben moi, là, j'aime mieux mettre ça derrière moi puis de le faire tout de suite. Parce que faites les petits calculs, là, ça permet en ce moment, parce qu'on a cette opportunité-là, de passer en parallèle, juste sur l'île de Montréal, là, avec 300 000 personnes qui sont prioritaires. Quelqu'un là, qui prend cette décision-là aujourd'hui de ne pas se faire vacciner avec AstraZeneca, il va attendre que 300 000 personnes passent avant lui, parce qu'il aurait tombé dans la catégorie tout âge à compter dans 4 à 6 semaines. Alors, nous, on donne un choix éclairé aux gens. On a demandé à la santé publique de nous revenir puis de confirmer. On sait le nombre de cas qu'il y a eu. On sait que les traitements sont disponibles. Alors, moi, je vous dis, la meilleure vente, c'est de dire, est-ce que vous voulez mettre ça derrière vous? Et dans un contexte maintenant où c'est une décision éclairée,
vous allez bénéficier de 4, 6, 8 semaines, puis dépendamment comment ça va être possible de prendre les rendez-vous, parce que Daniel l'a bien dit, même en mai, on n'est pas encore dans la grande remontée des vaccins qui vont nous arriver surtout en juin. Donc, vous avez le choix de vous faire vacciner au début d'avril ou peut-être en juin. Je vais résumer ça comme ça. Moi, je pense qu'avec la pandémie qu'on vit, puis avec la situation qu'on a vécue à Québec, en Outaouais et dans Chaudière-Appalaches dans les dernières semaines, moi, je ne prendrais pas de chance. Merci. Nous allons maintenant passer à Claudie Côté de TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Justement, M. Dubé, avec la situation qu'on a vécue et qu'on vit toujours à Gatineau, Québec notamment, pourquoi avoir choisi de prioriser les travailleurs essentiels de Montréal pour la vaccination et non pas d'avoir ouvert à plus large, donc notamment là, dans les régions qui sont en zone de mesures spéciales d'urgence en ce moment? Bien, pour respecter encore une fois les recommandations de la santé publique. Rappelez-vous là, que Montréal, en ce moment, était le seul qui était arrivé à vacciner une portion importante de ses 60 ans et plus. C'est pour ça, hier, que j'ai dit, moi, je ne pouvais pas, même si je voyais que les rendez-vous se prenaient moins au cours des derniers jours, notamment dans le week-end, pour cette catégorie-là, je n'avais pas encore l'autorisation de fermer cette catégorie-là ou d'ouvrir à une autre catégorie. Maintenant qu'on a pris cette décision-là, que la santé publique nous a fait cette recommandation-là, bien là, c'est évident que là, on pouvait passer à Montréal et j'espère qu'avec tous les vaccins qui vont rentrer, incluant le AstraZeneca, parce qu'oubliez pas, là, sur 350 000 vaccins d'AstraZeneca, on en envoie partout dans la province. Plus les gens vont se faire vacciner dans les prochains jours, plus on va être capable d'atteindre notre pourcentage du 60 ans et plus, et on va pouvoir passer maintenant aux maladies chroniques ou aux travailleurs essentiels. C'est vraiment de respecter nos priorités qui nous ont été fixées par la santé publique. Merci. Maintenant, concernant le passeport vaccinal ou immunitaire, il y a une semaine, le comité d'éthique de l'INSPQ donnait son feu vert, disait que c'était une bonne idée. J'aimerais savoir où en est votre réflexion par rapport au passeport vaccinal. Est-ce que vous êtes plus oui que non sur un passeport immunitaire qui permettrait un déconfinement accéléré? Bien, écoutez, j'ai déjà répondu. Je n'ai pas changé d'idée. J'en ai parlé beaucoup avec le docteur Arruda. Premièrement, on va se fier à la recommandation de la santé publique. Mais en ce moment, là, tout ce qu'on parle, c'est d'avoir de façon digitale une preuve de vaccination. La preuve de vaccination, on l'a déjà papier avec le carnet santé. Tout ce qu'on regarde en ce moment, c'est d'avoir cette preuve-là digitale. Quand on sera rendu un petit peu plus loin, puis que la santé publique aura peut-être regardé ce qui se fait dans d'autres pays, mais on n'est pas là en ce moment. Notre priorité, c'est de vacciner nos gens puis de leur donner une preuve de vaccination, idéalement de façon digitale, dans les prochaines semaines. Merci. Nous allons maintenant passer à Stéphanie Marin de la presse canadienne. Bonjour à tous les trois. Ma première question porte sur les travailleurs essentiels. J'aurais aimé avoir quelques précisions sur vos critères de sélection d'un type de travailleur plutôt qu'un autre. Par exemple, vous avez parlé des travailleurs dans les abattoirs, mais pas dans les autres usines de transformation alimentaire. J'ai rien entendu sur les chauffeurs d'autobus, ni sur les commis d'épicerie, par exemple, qui sont exposés à beaucoup de gens dans leur journée de travail. Donc, j'aurais voulu vous entendre sur pourquoi une catégorie plutôt qu'une autre. C'est en fonction, je vous dirais, là, de deux choses, de leur risque personnel dans certaines situations, des histoires d'éclosion qui ont été plus difficiles à contrôler dans ces milieux qu'ailleurs, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont exposés aussi au niveau des essentiels, et les situations, par exemple, dans les abattoirs ont été excessivement différentes dans d'autres milieux manufacturiers alimentaires pour toutes sortes de raisons. Les travailleurs étrangers, là, il y a eu des éclosions assez difficiles à contrôler aussi. Fait que ça a été en cette fonction-là. Mais il faut peut-être se placer dans une perspective où le vaccin va arriver de plus en plus, puis les autres vont être rejoints là, à travers les catégories d'âge.
C'est toujours une question de quantité de vaccins disponibles, puis là où on peut intervenir le plus pour avoir un impact. C'est pas du tout pour considérer un est plus essentiel que l'autre. C'est pas dans ce sens-là. D'ailleurs, on aime moins le terme même travailleur essentiel. On aime mieux parler de travailleurs qui sont à risque d'exposer des personnes, qui sont à risque aussi, qui ne peuvent pas se protéger pour toutes sortes de raisons à cause du type de travail qu'ils ont, puis où il y a eu vraiment des éclosions importantes et significatives, plus difficiles à contrôler que des cas sporadiques qui peuvent arriver ça et là. Ça a été dans cet élément-là. Et aussi des travailleurs qui doivent travailler 24/7 ou des gens qui assurent la sécurité publique du Québec là, de par leur fonction. Sans jugement de valeur par rapport à ça. C'est comme un peu pour les maladies chroniques, là, où on va vers les plus grosses, les plus importantes, les plus à risque versus les autres qui sont des maladies chroniques, mais qui n'ont pas le même niveau de risque. Merci. Puis ma seconde question, c'est sur un peu en lien avec les plages horaires qui demeurent disponibles à Montréal dans les grands centres de vaccination. Je me demandais si vous aviez eu des indications de vos équipes sur le terrain sur la situation suivante. Il y a des places libres dans les centres de vaccination, mais au niveau des pharmacies, c'est complètement plein. C'est difficile de trouver un rendez-vous. Les gens ont vraiment saisi l'occasion. Est-ce que vous avez des indications sur le terrain que des personnes dans la population attendent de pouvoir avoir un rendez-vous en pharmacie ou elles sont sûres d'avoir le vaccin Moderna plutôt que de prendre le risque d'aller dans un centre de vaccination et avoir le vaccin AstraZeneca qui leur font peur? Bien, premièrement, là, je veux juste qu'on soit très clair, là, on a dit qu'on allait indiquer clairement quand le AstraZeneca allait être offert. Il n'y a pas personne qui va se faire forcer un AstraZeneca. Là. Soyons très, très clairs là-dessus. Puis même dans les pharmacies où ça va être disponible, ça va être indiqué sur le site Web que cette pharmacie-là donne le choix d'avoir et le AstraZeneca et le Moderna. Donc, il n'y a pas personne qui devrait s'inquiéter d'aller en pharmacie ou d'aller dans un endroit où il n'y aura pas le choix, que ce soit dans un centre de vaccination ou une pharmacie. Et ça, c'est une décision qu'on a voulu prendre pour donner un choix très éclairé. Maintenant, je veux aussi faire attention, puis peut-être Daniel pourra faire une précision là-dessus, mais le nombre de rendez-vous qu'on a disponibles, je peux vous dire qu'on le regarde 4, c'est pas 5, 6 fois par jour, en tout cas à tous les 2 heures, là, pour être capable de s'assurer qu'on garde une certaine marge de manœuvre. Parce que moi, ce que j'ai demandé au PDG il y a plusieurs semaines, j'ai dit là, on ne peut pas attendre d'avoir une livraison pour prendre un rendez-vous. C'est l'approche qu'on faisait au début. Puis ça nous faisait un décalage dans la livraison des vaccins et de la vaccination. Maintenant, ce qu'on dit, c'est, vous savez que vous allez recevoir à peu près tant de vaccins à telle date, vous commencez à prendre vos rendez-vous quelques jours avant. Alors, il est tout à fait normal qu'au début de la livraison, il reste des rendez-vous disponibles. C'est à nous, puis c'est aux Québécois, de regarder chacun de notre côté s'il reste des rendez-vous, mais ça nous prend un peu de marge de manœuvre. Alors que sur l'ensemble du Québec, quand vous regardez les 17 régions, qu'il y ait encore des rendez-vous qui soient disponibles pour les 7 prochains jours quand on vient d'ouvrir des nouvelles catégories, moi, je trouve ça tout à fait normal. Ça nous donne de la flexibilité. Puis c'est ça qu'on demande au PDG. Et si jamais, en fin de journée, il nous en reste, bien là, maintenant, on a une liste de personnes, notamment dans nos services essentiels, qui peuvent prendre les derniers vaccins de la dernière heure qui sont toujours disponibles, ou, si la quantité est plus importante, bien, on les ramène dans certaines régions, comme on le fait au cours des 2 dernières semaines. Mais je vous dirais que la meilleure façon, c'est pour les gens d'aller vérifier régulièrement sur le site Web les disponibilités parce qu'on rajoute toujours de nouveaux rendez-vous. Et je rajouterais qu'à titre d'exemple, je regardais là, justement sur notre tableau de bord là, qu'on regarde effectivement régulièrement, juste depuis le début de notre conférence de presse, il y a 500 rendez-vous qui se sont pris ou qui pour aujourd'hui et qui se prennent live là, présentement pendant ce qu'on se parle. Fait que c'est normal d'avoir des journées qu'on débute à 8 heures le matin, qu'on a des 100 rendez-vous, mais quand les gens vont justement décider, faire le choix de se faire vacciner, bien, ils ont l'option de venir. Puis on voit là, qu'il y a déjà plus de 500 personnes, juste en se parlant, là, qui ont choisi d'aller se faire vacciner. La vaccination.
Merci. Alors, pour une dernière intervention en français, ce sera Sébastien Bovet de Radio-Canada. Bonjour, messieurs, vous m'entendez bien? Très bien. Je prends la balle au bon sur les rendez-vous. Le ministère de la Santé nous a transmis des chiffres officiels, en principe, ce matin, nous disant que pour les 7 prochains jours, il y a 72 000 plages horaires disponibles dans l'ensemble du Québec. Donc, des plages horaires qui n'ont pas été prises pour des rendez-vous de vaccination. Je veux bien que vous nous disiez, M. Dubé, que les gens sont heureux de se faire vacciner. De toute évidence, il y a quelque chose, il y a un message qui ne passe pas là, sur l'importance de se faire vacciner. Comment vous expliquez qu'autant de plages horaires soient disponibles pour les 7 prochains? Bien, premièrement, là, il y a à peu près la moitié de ces rendez-vous-là disponibles qui sont gelés par nos PDG pour les travailleurs de la santé. Premièrement. Il y a à peu près 32 000, là, je regarde le chiffre, Daniel, en ce moment, là. C'est 32 000 rendez-vous répartis sur 7 jours qui sont pour nos travailleurs de la santé. Nos travailleurs de la santé, là, ils ne prennent pas des rendez-vous. On les rencontre durant leur faction. On ne peut pas savoir exactement quand on va les vacciner, mais on les vaccine le jour, le soir et la nuit. Donc, il y a une grande partie, là, plus de la moitié de ces rendez-vous-là qui sont pour les travailleurs de la santé, où un rendez-vous n'a pas été fixé, mais on a dû réserver les doses parce qu'on a besoin d'avoir les doses. Le reste, ça se répartit dans 17 régions, donc une trentaine de 1000 rendez-vous, ce qui veut dire diviser ça par 17, là, puis Montréal en prend une grande partie, Québec en prend une grande partie, Sherbrooke. Alors donc, il est tout à fait normal que pour demain, le Grand Montréal a peut-être à peu près 2000 rendez-vous de disponibles en ce moment, là, à l'heure où on se parle, M. Bovet, à l'heure où on se parle, peut-être que Montréal, pour le Grand Montréal, il y a 2000 rendez-vous disponibles une fois que vous avez enlevé les travailleurs de la santé. Puis comme Daniel a dit, parce que ce sont des nouvelles plages qui ont été offertes, bien, les gens ont jusqu'à demain pour prendre ces rendez-vous-là. C'est tout à fait normal. Et si je peux ajouter, M. Dubé, là, présentement, vous savez, hier, juste dans la journée d'hier, plus de 145 000 Québécois ont pris rendez-vous. Puis pour qu'ils prennent rendez-vous, ça prend des plages de libre. Il y a vraiment cette séquence-là. Et juste encore là, depuis le matin, on est déjà rendu à près de 23 000 prises de rendez-vous ce matin. Depuis ce matin. Ça fait que c'est un peu normal qu'il y ait cette cadence logistique-là là, qui existe. Là. Et c'est pour ça que des fois, il faut faire attention dans le moment qu'on prenne notre photo. Voilà. Très bien, merci. Vous faites le choix à nouveau de prioriser, si j'ai bien compris, Montréal pour les travailleurs essentiels et les malades chroniques. Or, Montréal, sauf erreur, n'est pas la région, en fait, une région sous surveillance, là, parce qu'elle est en rouge, mais il y a des régions qui ont des mesures plus exceptionnelles que celles de Montréal. Je pense à la ville de Québec, la ville de Lévis, la ville de Gatineau notamment. Pourquoi prioriser Montréal pour ouvrir plus grande la vaccination? Et quand les autres régions du Québec ou les gens des autres régions du Québec qui sont soit des malades chroniques, soit des travailleurs essentiels, vont pouvoir accéder à la vaccination? Bien, je l'ai dit tout à l'heure, M. Bovet, mais je vais le répéter là. On a une priorité qui est d'avoir vacciné les 60 ans et plus avant de passer aux catégories 8 et 9. Ce n'est pas un choix de prioriser Montréal, c'est de respecter les règles du jeu qui nous ont été fixées par la santé publique, qu'il faut avoir terminé les 60 ans et plus. Et c'est pour ça qu'on a annoncé que dans les autres régions, on va tout faire au cours des prochains jours pour que les régions qui n'ont pas atteint, comme Montréal l'a atteint, le 60 ans et plus, il faut se rendre là avant de passer aux catégories prioritaires. Notre objectif, ce n'est pas de faire une priorité ou une faveur à Montréal. Montréal est rendu là et j'espère qu'on sera là dans les autres régions le plus rapidement possible. En attendant, lorsqu'on a des rendez-vous, des vaccins qui sont disponibles, on envoie ces vaccins-là dans nos zones à risque. Par exemple, comme j'ai expliqué, il y a 2 semaines, on a envoyé 35 000 vaccins et on a fait la même chose cette semaine. Il y a 20 000 vaccins qu'on a envoyés à Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais. Alors, on suit nos règles, puis on va essayer d'aller aux travailleurs essentiels et maladies chroniques le plus rapidement possible, mais il faut suivre les catégories. Merci. Alors, nous allons maintenant passer aux questions en anglais. Alors,